Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. Bonjour Monsieur Bitton, merci de nous recevoir en ces lieux et bienvenue à ITV Célébrité Interview. Alors vous êtes né où vous? Je suis né à Oran, en Algérie, D'accord. et mes parents sont venus en France avec les événements de l'Algérie française en 1962, voilà, après D'accord. l'indépendance de l'Algérie. Vous êtes arrivé de suite à Nice? Mes parents sont arrivés à Nice, un petit passage par Marseille très très rapide, puis D'accord. finalement ils se sont installés à Nice. Alors vos formations écolières? Formation écolière, comme tout le monde, hein, assez banale, cours préparatoire, jusqu'en classe de terminale. Donc j'ai fait une orientation littéraire. D'accord. Et puis après, je me suis tout de suite orienté vers la psychanalyse parce que c'est quelque chose qui me passionnait. D'accord. Et donc j'ai entrepris une psychanalyse sur ma propre personne qui a duré quand même plusieurs années, hein. Je crois que ça a duré 6 ans, hein. Et donc il fallait ça pour se former et j'ai suivi des séminaires de psychanalyse. D'accord. Alors pourquoi vous orienter vers la psychanalyse, serait-ce pour mieux comprendre l'être humain et les atrocités commises depuis Jésus sur le peuple juif, en l'occurrence? Non, c'est pas vraiment en rapport avec ça, non, pas du tout. Non, D'accord. ça se situe à un autre niveau. En fait, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours été intrigué par les comportements des êtres humains. Je voyais chez les êtres humains et que les comportements n'étaient pas toujours logiques, rationnels. Puis je voyais aussi les personnes qui se comportaient alors, outre les comportements irrationnels, il y avait beaucoup de contradictions chez les êtres humains. J'ai toujours été très très surpris par ces agissements. Et donc quand j'ai appris que cela, on pouvait apporter un éclaircissement à tout ça, en comprenant comment fonctionnait l'inconscient par le biais par le biais de l'inconscient, donc c'est quelque chose qui m'a intéressé. Alors bon, dans un premier temps, puis il y a ça, mais il y a aussi un deuxième niveau, c'est le besoin aussi de se comprendre soi-même, hein. Bien Et sûr. il arrive des moments dans la vie où on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où aller. Et c'est vrai qu'une psychanalyse, surtout quand elle est réussie, elle vous remet les yeux en face des trous, si on peut dire. C'est parce que finalement, le but de la psychanalyse, c'est ça, hein, c'est d'essayer de devenir, c'est d'essayer d'être un petit peu plus conscient déjà sur sa propre vie, hein, sur son existentiel, et c'est aussi devenir un peu plus conscient sur sa relation avec les autres. Je crois que c'est Freud qui a dit la psychanalyse, ça doit vous mener à deux éléments essentiels, incontournables dans la vie, c'est pouvoir aimer et pouvoir travailler. Voilà. Une personne qui est intégrée socialement, c'est une personne qui est capable de sentiments, qui est capable d'aimer, et c'est une personne qui est capable de travailler. C'est logique, hein. Voilà. C'est Freud qui le disait en tout cas. Très logique. Ah, les comédiens, alors, quand ils jouent, quelque part, ils se font une auto-psychanalyse quand ils jouent un rôle. Je ne sais pas si c'est vraiment une auto-psychanalyse. Non, on peut pas présenter les choses comme ça. D'accord. Non, je crois qu'un comédien, quand il rentre dans la peau d'un personnage, déjà il faut voir ses motivations pour rentrer dans la peau de ce personnage. Des fois, il peut le faire à une fin purement alimentaire, hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un comédien, il faut qu'il gagne de l'argent, il faut qu'il gagne sa vie. Donc des fois, il a pas trop le choix. Il accepte des rôles, même si ces rôles ne lui plaisent pas. D'accord. Maintenant, peut-être les comédiens qui ont la chance d'avoir des grandes carrières où ils ont le choix de leur rôle,
rôle. C'est sûr que le fait de choisir tel rôle plutôt que tel autre, c'est pas gratuit, hein. Donc, quelles sont les affinités qu'ils ont avec ce rôle? Il doit y avoir quelque chose qui relève de l'inconscient, mais il est très probable que, je sais pas moi, si un comédien par exemple, il joue le rôle de l'avare ou le rôle de Don Juan, ce rôle peut lui plaire, mais ce qui se passe au niveau de son inconscient lui-même, il le sait pas vraiment. D'accord. Voilà, donc il faudrait qu'il se fasse analyser pour le savoir. On est d'accord, hein. Alors, quelle différence entre un psychologue et un psychanalyste? Alors déjà, le psychologue, c'est une personne qui a décroché son bac, qui a passé plusieurs années, qui a passé, je crois, 5 ans d'études, peut-être plus maintenant, je ne sais plus exactement combien d'années il faut aujourd'hui pour être psychologue. Donc il doit avoir une licence en psychologie, après 2 ans encore, il doit avoir un master. Après, il peut bien sûr s'installer comme psychologue avec un diplôme d'État, D'accord. mais un psychologue n'est pas, il peut le faire s'il veut, c'est pas incompatible, mais il n'est pas obligé de faire une analyse sur soi pour pratiquer son métier. Et le psychologue, il n'est pas nécessairement axé sur l'inconscient de ses patients. Ça peut être le cas. Tant mieux s'il a des connaissances dans ce domaine-là. De toute façon, la psychologie est teintée de psychanalyse et Freud lui-même a fait rentrer des éléments de psychologie dans son élaboration de la psychanalyse, hein. Donc, quelque part, la psychanalyse est redevable à la psychologie et la psychologie est aussi redevable à la psychanalyse parce qu'elle a quand même, parce qu'elle lui a permis quand même de prendre connaissance de la force de l'inconscient chez l'être humain. Bien sûr. Donc voilà. Par contre, le psychanalyste, il a une démarche tout à fait différente. Déjà parce que la psychanalyse, c'est une démarche qui est beaucoup plus initiatique. On ne peut pas apprendre la psychanalyse comme on apprend la psychologie, hein. C'est pas, voilà, l'apprentissage, C'est c'est plus pas profond. du tout le même. Je ne sais pas si on peut dire que c'est plus profond, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire une analyse sur sa propre personne. oui. On ne peut pas toucher à l'inconscient de l'autre tant qu'on ne connaît pas les méandres de son propre inconscient. Bien sûr. Ça, c'est important de le savoir. Si on n'est pas passé sur le divan, si on n'a pas vécu les différents événements, par exemple, on parle beaucoup du transfert, voilà, c'est important de savoir ce que c'est. En psychanalyse, c'est important d'avoir connu le transfert par rapport à sa propre personne pour pouvoir le gérer quand on va se trouver face à un patient qui vit ce transfert. Voilà, c'est un sujet extrêmement délicat. Voilà. Alors, dans votre livre, vous faites référence à la femme comme castratrice et inquiétante pour l'homme en général. Alors bon, vous posez la question d'une façon un peu large, hein. En fait, j'ai écrit un livre qui s'intitule Lilith ou l'inquiétante féminité. D'accord. Et donc c'est un livre qui aborde ce mythe, hein, de la féminité qui est inquiétante, hein, ce mythe de Lilith. Alors c'est un mythe qui s'est greffé un petit peu sur le texte biblique, hein, d'Adam et Ève. Avant que Dieu sépare la femme de l'homme, il existerait une femme qui aurait été tirée de la terre comme Adam et qui s'appelle Lilith. Et cette femme, il y aurait une incommunication totale entre Adam et elle. C'est-à-dire au moment de la relation sexuelle, Lilith voulait se positionner sur Adam. Ouais, oui, c'est expliqué très clairement dans cette histoire. Une forme de domination. Je sais pas, oui, enfin, on peut dire ça, Donc quelque part, elle se considérait comme son égal, voire sa supérieure. Donc elle voulait quelque part, oui, le dominer de ce point de vue-là, on peut dire ça comme ça. Et donc Adam aurait refusé, et il s'en serait ensuivi une dispute, et finalement, n'arrivant pas justement. Finalement, c'est intéressant de voir que le premier rapport sexuel est un rapport inabouti, hein. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on découvre dans cette histoire. C'est des fois le cas d'un couple qui ne se connaît pas. Oui, ça peut arriver. Ouais, ça arrive. Ça peut arriver. Et donc, suite à ce refus, à cette incommunication entre Lilith et Adam, Lilith aurait quitté donc le jardin d'Éden pour aller, je crois qu'elle serait allée du côté de la mer Rouge, et finalement Dieu lui aurait envoyé 3 anges pour lui demander de revenir et de réintégrer le jardin d'Éden. Et comme c'est une femme très fière, une femme très, on va dire, très orgueilleuse, elle a refusé. Elle a refusé, et finalement, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'entre-temps, elle se serait donnée à l'esprit du mal, qui est Satan. Donc elle serait devenue l'épouse de Satan, et donc finalement, quelque part, il n'était peut-être pas très positif qu'elle retourne de nouveau avec Adam.
D'accord. Et parce que bon, il y a bon, c'était, si vous voulez, il y avait une certaine incompatibilité du point de vue spirituel. Et donc, suite à ça, elle aurait entrepris une carrière de démon, hein, selon la. D'accord. Oui, en fait, toujours selon le mythe. Et Mhm. d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Lilith, en fin de compte, n'est citée qu'une seule fois, hein, dans la Bible. C'est dans Isaïe. Hein, D'accord. elle est citée une seule fois. Mhm. Voilà, là j'ai quelques difficultés à retrouver. Je le cite à un moment donné dans mon bouquin. Allez-y. C'est dans le texte d'Isaïe. C'est dans Isaïe 34, 14. D'accord. Là, je cite le verset 1. Mhm. Là se rencontreront chats sauvages et chiens sauvages. Mhm. Là, les satyres se donneront rendez-vous. Là, Lilith elle-même établira son gîte et trouvera une retraite tranquille. C'est la seule fois où elle est citée dans le corpus biblique. Hein. D'accord. Voilà. Donc, par contre, on la retrouve dans un autre texte qu'on peut qualifier d'apocryphe. C'est dans l'alphabet de Ben Sira. D'accord. C'est un livre, c'est un texte assez ancien, où il est question également de cette créature malfaisante. Donc, suite à sa séparation définitive d'avec Adam, Mhm. elle aura entrepris une carrière de démon, et depuis, c'est un personnage pas très rassurant, plus que son but finalement, c'est de faire du mal aux femmes, aux accouchées et aux nourrissons. D'accord. Elle se nourrirait du sang des nourrissons. Donc, vous voyez, on retrouve là, Oui. au niveau du psychisme, au niveau de l'inconscient, on retrouve quand même ce côté féminité noire. Hein. C'est quelque chose qui fait peur. Cette idée de la femme qui vampirise l'homme, que en l'occurrence elle vampirise le nourrisson. Paraît-il Euh, aussi que lorsqu'un homme fait des rêves érotiques, ça proviendrait justement de cette créature qui, pendant le sommeil, viendrait se frotter contre lui. Ah Donc elle ouais. chercherait justement à récupérer le sperme de l'homme Ouais, ouais. pour à partir de ce sperme créer des démons. Et elle a été, voilà, et elle perdrait, alors il y a plusieurs de ses enfants qui mourraient chaque jour, mais comme c'est des démons, elle a la possibilité de les reproduire. D'accord. Donc, vous voyez que c'est quand même une histoire assez inquiétante, et c'est une histoire, alors tout ça bien sûr c'est du mythe, mais on peut le mettre quand même en rapport avec certains comportements, notamment avec les infanticides. On retrouve certaines femmes, par exemple, qui ont des comportements infanticides envers leur progéniture. Ah, c'est ça. Donc, bien sûr, on peut faire ce rapprochement. Mais on peut faire le rapprochement avec d'autres mythes. Hein. Bien sûr. Par exemple, on connaît les histoires d'ogres et d'ogresses. Oui. Alors, on peut faire Par le exemple. rapprochement aussi avec les tendances au cannibalisme que nous avons tous en nous, enfouis au plus profond de notre inconscient. Hein. On retrouve, vous D'accord. savez que quand on étudie les mythes, les contes de fées Bien notamment, sûr. on trouve, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous frappent pas trop au premier abord, mais quand on étudie ces contes un peu plus en profondeur, on se rend compte que ça nous intéresse et ça nous titille à ce point, parce que ça correspond justement à des éléments qui existent au plus profond de notre inconscient, mais qui ne sont pas compatibles avec la vie sociale. Alors, qu'est-ce que le complexe d'Oedipe? Alors, le complexe d'Oedipe, il est présenté par Freud comme la clé de voûte de la psychanalyse, si on peut dire, hein, Mhm. puisque lorsque l'enfant commence à avoir, on va dire, aux environs de 3-4 ans, va Mhm. s'éveiller ce qu'on appelle ce complexe d'Oedipe, c'est-à-dire qu'il va avoir des sentiments très très forts pour le parent du sexe opposé, des sentiments amoureux très forts, Mhm. une jalousie exclusive envers le parent du sexe opposé, mais par contre il va se mettre à ne pas aimer, à avoir des sentiments d'agressivité, de haine envers le parent du même sexe. Parce D'accord. que, par exemple, le petit garçon est totalement amoureux de sa mère. C'est entre 4 et 6, 7 ans. Après, il faut savoir que ce complexe est totalement liquidé. D'accord. Et donc, il va nourrir donc des sentiments amoureux très très forts envers sa mère. Et il va avoir des sentiments d'hostilité, des sentiments de haine envers son père. Mais ces sentiments d'hostilité, ces sentiments de haine, il va bien Mhm. sûr ne pas en avoir conscience. Il va les refouler au plus profond de lui, parce que c'est bien sûr pas compatible avec l'amour qu'il éprouve pour son père. Et la fille éprouve aussi des sentiments comme ça. Hein. Elle éprouve des sentiments amoureux assez exclusifs à l'égard de son père, et elle éprouve des sentiments haineux, des sentiments d'hostilité à l'égard de sa mère. Alors on connaît donc la fameuse pièce de théâtre de Sophocle, hein, Oui, Oedipe Roi. bien sûr. Donc c'est à partir de là et à partir de ce qu'il a ressenti pendant son enfance que Freud a élaboré ce complexe d'Oedipe. Donc on connaît cette célèbre pièce de théâtre de Sophocle, Oedipe Roi, dans lequel justement on met en scène
un couple qui, donc c'est, qui a un enfant et l'oracle prédit quelque chose de catastrophique. Il prédit justement à son père et à sa mère que cet enfant, en grandissant, il va assassiner son père pour pouvoir coucher avec sa mère. Et là, bien sûr, c'est la catastrophe. Donc, le père et la mère de cet enfant vont être totalement chamboulés, Bien sûr. anéantis par cette prédiction. Ils ne vont pas savoir comment faire. Donc, comme c'est leur fils, quand même, ils ont des difficultés. Ils ne peuvent pas le tuer. Parce que c'est quand même difficile de se tuer son propre rejeton. Bien sûr. Donc finalement, ils vont lui attacher les pieds. Hein. D'ailleurs, on sait que Oedipe, que le mot Oedème vient de Oedipe, hein, qui signifie pied enflé. Ils vont D'accord. l'abandonner dans la forêt. Et bon, il y a des paysans qui vont recueillir ce bébé. Et donc, ils vont s'occuper de lui. Et cet enfant va grandir. Et bien sûr, il ne connaît pas ni son père ni sa mère, hein, dans les conditions où il a été élevé. Mhm. Et un jour, il va se retourner en Égypte, du côté de Thèbes. Et il va s'accrocher avec j'allais dire un automobiliste, enfin, il va avoir une dispute de voyage avec un vieillard qu'il ne connaît D'accord. pas, et la dispute va s'envenimer. Hein. Ça fait penser un petit peu à une dispute d'automobiliste, c'est vrai. Oui, Et oui, alors, oui. la situation va s'envenimer, il va poignarder le vieillard. Et il poignarde son père, il ne sait pas que c'est son père, hein, Oedipe ne le sait pas. Il va continuer son voyage vers Thèbes, et à Thèbes, il ne peut pas rentrer parce qu'il y a la Sphinge qui fait barrière. Elle lui dit, pour rentrer ici, il faut répondre à mon énigme. Alors, si tu réponds à mon énigme, tu passes. Si tu réponds pas à mon énigme, je te dévore. Alors il dit, D'accord. ouais, c'est quoi cette énigme? Elle lui dit, ben voilà, quel est l'animal qui marche d'abord à quatre pattes, ensuite à deux pattes et ensuite à trois pattes? Et bien sûr, bien sûr, Oedipe devine tout de suite la réponse. Il dit, c'est l'homme. L'homme, quand il est petit, il est bébé, il marche à quatre pattes. Après, quand il devient grand, il marche sur deux jambes, sur deux pattes. Mhm. Après, quand il est vieux, il marche à trois pattes parce qu'il doit s'aider d'une canne. Et bien sûr, là, la sphinge, elle est complètement déstabilisée, elle se jette dans le Nil, hein, et donc Oedipe peut rentrer à Thèbes. Et bien sûr, les habitants de Thèbes lui font une ovation, parce que cette ville était sous la domination de la sphinge. C'est ça. On revient à cette idée de féminité Dominatrice, qui hein. n'est pas très rassurante. C'est Voilà. ça. Mais il faut pas généraliser. Hein. Il ne faut pas dire que la féminité, c'est ça. Hein. Bien sûr. Bien C'est sûr. une approche de la féminité, c'est une partie de la féminité. Bien sûr. Donc il arrive à Thèbes et bien sûr on lui demande d'être le roi de Thèbes. Il épouse la reine Jocaste et il a des enfants de cette reine et le temps passe et puis un jour il y a une épidémie de peste qui se déclare et il fait appel à ses oracles pour voir d'où vient cette épidémie de peste, Bien sûr. quelle est cette punition qui est envoyée. Il découvre finalement que c'est lui qui est à l'origine de cette punition parce qu'il est parricide, il a tué son père et parce qu'il est incestueux, il a couché avec sa mère. Parce que Jocaste, la princesse, enfin la reine qu'il a épousée, c'est c'est sa mère. Et bien sûr, bien sûr, Oedipe a agi de façon totalement aveugle. Bien Il ne sûr. savait pas tout ça. Bien Et sûr. alors, bien sûr, quand il apprend ça, c'est la catastrophe. Donc, il se crève les yeux avant de partir en exil et d'aider sa fille. Et Jocaste va se pendre. Voilà, donc c'est une histoire particulièrement dramatique. Et donc Freud est parti de cette histoire pour dire finalement que quelque part, nous sommes tous un petit peu... Si on réagit avec autant d'intensité psychologique à cette légende, c'est que quelque part, on est tous un petit peu des Oedipe. Alors au plus profond de nous, à un moment donné dans notre enfance, même si on ne veut pas se l'avouer, on a eu au plus profond de nous ce désir de tuer pour pouvoir épouser, pour pouvoir posséder le parent du sexe opposé. Voilà, donc ça c'est... Ouais, alors souvent, c'est vrai qu'il y a des gens qui, dans leur adolescence, vont connaître une personne et elle va ressembler à la maman. Oui, alors Ça arrive, oui, hein. alors effectivement, là, vous brûlez un peu les étapes, mais c'est pas totalement faux. Mhm. Bon, ceci dit, il faut savoir aussi, pour revenir au complexe d'Oedipe, Mhm. il faut savoir aussi que c'est à propos de sa propre enfance Bien que sûr. Freud a élaboré ce complexe. Donc D'accord. maintenant, je sais pas, alors c'est possible qu'on passe tous par ces moments dans notre vie, Bien sûr. mais ceci dit, c'est vrai que quand on étudie les mythologies, on voit que ce qui est plus obsédant que cette idée de tuer le père, c'est surtout les meurtres fratricides. Hein. Ah oui. Voilà, on voit par exemple que le premier meurtre de la Bible, juste après Adam et Ève, c'est Caïn et Abel.
Voilà, Par c'est exemple. Caïn qui va tuer Abel. Donc Bien sûr. c'est un assassinat entre frères, hein. Ah oui. Vous connaissez aussi l'histoire de Rémus et Romulus, hein. Ah oui. C'est Romulus qui va tuer Rémus et qui va créer la ville de Rome. Donc on voit souvent que c'est plutôt des guerres fratricides que des guerres père-fils, hein, que des guerres. Voilà. Ouais. Donc je ne sais pas si Freud n'a peut-être pas un petit peu exagéré. D'accord. Chez lui, c'est un petit peu une obsession, cette idée du meurtre du père. D'ailleurs, même si vous lisez son livre Moïse et le monothéisme, Ouais. alors à un moment donné, selon lui, et ça n'engage que lui, hein, Oui, voilà, bien sûr. avec toutes les réactions négatives que ça a pu entraîner, il explique que le peuple juif, à un moment donné, se serait libéré de la tutelle de Moïse en l'assassinant. Donc c'est ce qu'il dit, hein, disait Moïse et le monothéisme, vous verrez. D'accord. Donc ça, bien sûr, on n'est pas obligé d'adhérer à une thèse comme celle-ci. Ah non, parce que dans la Bible, il s'en Voilà, va, lui. non, mais il se peut. Oui, mais Freud était un juif athée, donc D'accord, lui, il ne croyait pas, je dirais, il Ok, croyait ok. pas du tout à la révélation. D'accord. C'est pas un croyant, Freud, c'est un athée radical. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il soutient cette idée dans Moïse et le monothéisme. Donc je ne sais pas si c'était pas une idée un petit peu obsessionnelle chez Freud, et je ne sais pas si on est obligé d'y adhérer à 100%. C'est ça. Bon, je dis pas que c'est faux, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas, je dis pas qu'il n'y a pas un fond de vérité dans tout ça, mais on peut quand même se montrer un peu critique. Ah, c'est normal. Alors effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, là j'y reviens, on voit souvent que les premières amours de l'adolescence, souvent quand une fille tombe amoureuse d'un homme pour la première fois, on voit qu'il ressemble à son père. On voit également que très souvent quand un garçon tombe amoureux d'une fille, on voit qu'elle a une ressemblance avec sa mère. Oui, c'est sûr que le visage du parent du sexe opposé a imprimé chez nous une certaine... c'est sûr qu'on recherche un petit peu cet amour idéal, puisque si on s'en tient au complexe d'Oedipe tel que l'a élaboré Freud, il faut savoir que c'est quand même quelque chose de déchirant. Parce que finalement, l'enfant, quand il grandit et quand il se rend compte de toutes les façons qu'il ne possédera jamais sa mère et qu'il doit renoncer à cette idée, et pareil pour la petite fille, elle ne possédera jamais son père. Bien sûr. Enfin, plus exactement, le père ne la possédera jamais, elle doit définitivement renoncer à cette idée. C'est quelque chose qui provoque une cassure affective assez grave, hein. Normal. Voilà, donc effectivement, après c'est normal qu'on cherche à retrouver ce visage, cette figure parentale chez l'être aimé, mais c'est la normalité. Tout enfant, tout fils doit se détacher de sa mère. On aime sa mère et son père, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas l'amour filial, attention. Oui, Mais à un moment donné, il faut faire une différence, il faut faire une nuance. Le garçon doit se détacher de sa mère pour aller vers une autre femme, et la fille doit se détacher de son père, tout en continuant à l'aimer, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Bien sûr. Elle doit se détacher de son père pour aller vers un autre homme. Voilà. Donc, Serait-ce dû à ce cordon ombilical qui nous... c'est-à-dire, en fait, vous savez, du point de vue psychologique, hein, du point de vue de l'inconscient, il faut savoir qu'une femme, elle coupe jamais, j'en parle d'ailleurs dans ce bouquin, là, dans l'Élite ou l'inquiétante féminité, une femme, elle coupe jamais vraiment le cordon ombilical. Il est coupé physiquement, mais psychologiquement, aucune femme n'arrive à se détacher totalement de son fils ou même de sa fille, hein. Bien sûr. Les mères, même quand elles arrivent à un âge très avancé, quand elles ont 90 ans, 95 ans, ça arrive quelquefois, le tout petit, ça reste le tout petit, hein. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher, hein. La structuration psychique de la femme est ainsi faite. Voilà. Mais on peut pas, d'ailleurs ici, il n'est pas question de l'empêcher, mais on peut quand même le maîtriser, on peut quand même l'affiner. Voilà, on est bien d'accord. Alors, que signifient les mots paraphilie et algolanie, hein? Alors, paraphilie, c'est un thème qui est en rapport avec la sexualité et qui parle d'une sexualité, c'est ce qu'on appelait à l'époque les déviances sexuelles. Donc aujourd'hui, on n'emploie plus ce terme parce que la psychologie, psychanalyse, psychiatrie, sexologie moderne s'est rendu compte finalement qu'il n'existait pas vraiment de normes en matière de sexualité, hein. C'est très difficile de définir, de dire c'est quoi une sexualité normale. On n'en sait trop rien, c'est quand même un thème assez délicat, assez flou à cerner. Donc paraphilie, c'est les comportements sexuels qu'à l'époque on nommait déviants. Voilà. Alors vous avez parlé de l'algolanie par exemple. Voilà, alors l'algolanie, ça signifie plaisir associé à la douleur. Donc c'est le nom qu'aujourd'hui on définit par masochisme, hein. Alors pendant longtemps,
le sadomasochisme, le masochisme, on l'appelait l'algolanie. D'accord. Mais puis après, jusqu'à ce qu'un sexologue qui s'appelle Kraft Ebing, il Mhm. lise les œuvres de Sacher Masoch, hein, qui a écrit plusieurs livres, dont le célébrissime Vénus à la fourrure, dans D'accord. lequel justement il décrit cette paraphilie, hein, à l'époque on disait déviance, qu'est le masochisme. Ouais. Et donc c'est à partir du nom de cet auteur, Sacher Masoch, que Kraft Ebing a écrit le mot, a créé le mot masochisme. Hein. D'accord. Voilà. Comme le sadisme vient de Sade, hein, ça tout le monde le sait. Voilà. D'accord. Donc c'est peut-être un peu moins connu pour Sacher Masoch. Mais voilà, mais enfin c'est connu tout de même. Hein. Voilà, donc d'ailleurs Sacher Masoch, paraît-il qu'il aurait très mal réagi quand il aurait appris ça. Il n'était pas du tout d'accord qu'on donne ce nom à l'algolanie, mais bon, qu'on associe son nom à l'algolanie. Enfin, toujours est-il que c'est vrai que quand on lit, je parle d'ailleurs dans ce livre, j'écris assez longuement sur le personnage de Sacher Masoch, hein, Bien parce sûr. que Sacher Masoch, c'est un personnage qui était terriblement attiré par les femmes ventes, par les femmes dominatrices. Hein. D'accord. Bon, si vous avez lu le bouquin, vous en êtes rendu compte. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et donc c'était donc une paraphilie qui remontait à son enfance. Hein. Il raconte lui-même comment enfant, il avait été une fois battu par sa tante, hein, qui était vêtue d'ailleurs de fourrure. Hein. C'est cette première image d'ailleurs qui revient dans... Donc là, il fait un transfert quelque Non, il ne part. fait pas un transfert, Non, c'est hein. différent, il fait une fixation. Une fixation. Voilà. Quand il était petit, une fois il s'était trouvé... Je raconte tout ça dans le livre. Oui, hein. oui, oui. Donc si les gens veulent connaître l'histoire, ils pourront lire Avec plaisir. bouquin. Voilà. Mais pour l'essentiel, si vous voulez, Mhm. voilà, Sacher Masoch, quand il était petit, il s'était trouvé une fois dans une situation où il avait été battu par sa tante, et qui était une femme justement très dominatrice. Ouais. Et c'est cette situation-là qu'il avait totalement érotisée et qui lui avait donné son goût, son penchant pour les femmes, assez vampes, assez dominatrices. C'est ça. Hein. Donc ça rejoint un petit peu le thème de Lilith. Hein. On en revient, hein, Voilà. j'allais dire. On revient un petit peu à cette idée du thème de Lilith, où le sadomasochisme est quasiment présent dans toute la légende de Lilith. Hein. Ah Cette oui. femme quand même qui dévore les nourrissons, qui absorbe le sang, c'est quelque chose d'assez catastrophique, d'assez effrayant même. Ouais, bien sûr. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui touche des zones très profondes de notre inconscient. C'est ça. Voilà, donc d'ailleurs, vous savez très bien, donc paraphilie, vous savez que para, ça veut dire à côté. Hein. Pensez au terme paranormal, paramédical, etc. Bon, Mhm. c'est toujours quand on est à côté de quelque chose. Voilà. Ouais. Donc la paraphilie, c'est quelque chose qui est à côté de la sexualité, si on peut dire, hein, parce que, Mhm. parce que finalement, notamment dans les rapports sexuels, enfin dans les rapports, on ne peut pas parler de rapports sexuels à ce niveau-là, mais Mhm. dans les rapports sadomasochistes, souvent l'acte sexuel n'est pas consommé. Hein. Voilà, mais enfin, après, je sais pas, je suis pas spécialiste de la question. Oui, oui, d'accord. Voilà, mais Ça s'explique. voilà, mais on peut l'expliquer. Voilà. D'accord. Alors justement, pour vous, c'est quoi le sadomasochisme? Non, alors c'est pas pour moi. Hein. Moi, je l'explique du point de vue de la psychanalyse. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec la médiatisation des fantasmes sexuels, quand on parle de sadomasochisme, on voit tout de suite les menottes, les fous, etc. Oui. Mais malheureusement, dans la réalité, les choses sont moins croustillantes. Ah non. D'abord, et oui, parce que malheureusement, il faut savoir que le sadomasochisme ne se situe pas, il peut se manifester dans la sphère du sexuel, mais il se situe pas seulement dans cette sphère-là. D'accord. Et à longueur de journée, des fois, on peut être confronté à des situations sadomasochistes particulièrement déplaisantes et empoisonnantes. Par Bien exemple, sûr. dans le milieu du travail, si vous avez par exemple un patron tyrannique ou un patron qui vous a pris en grippe, Voilà, c'est il ça. peut passer son temps à mal se comporter avec vous, à vous faire des réflexions déplaisantes, voire humiliantes. Bien sûr. C'est une situation sadomasochiste. Voilà. Moi, je peux Évidemment. vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Une fois, je me souviens, je m'apprêtais à prendre le tram, j'avais mon ticket à la main, et comme il y avait un afflux de personnes, j'arrivais pas à poinçonner le ticket. Mhm. J'arrivais pas. Donc finalement, j'ai changé, j'ai commencé à avancer. Une seconde, monsieur, j'ai le ticket, laissez-moi le temps d'y arriver. Et voilà. J'ai pas pu le vérifier. Ah non, il n'a rien voulu entendre. Ah oui. Alors que j'avais un ticket de 10 places. Hein. J'ai dit, enfin, si j'avais Bien voulu sûr. tricher, monsieur, j'aurais pas acheté un ticket de 10 places. Bon, il n'a rien voulu entendre. Ah ouais. Il m'a collé une contravention pour ça. Alors, ça, c'est la situation sadomasochiste. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même un pouvoir un peu abusif sur autrui. Hein, Et j'allais vous qui veut dire. rien entendre, qui va imposer
dessin loi, etc. Bien D'ailleurs, sûr. j'avais mal réagi parce que j'avais refusé de payer l'amende et finalement j'avais envoyé une lettre de protestation et bon, j'ai été aidé un petit peu et finalement j'ai pas payé cette amende parce que c'était injuste, Ah oui, parce que j'avais pas du tout l'idée de tricher puisque j'avais bien acheté. sûr, bien sûr. Voilà, donc vous voyez, ça c'est une situation sadomasochiste. C'est un exemple, hein, bien Voilà, sûr. vous voyez que c'est pas grave du tout, hein. Non. Voilà, donc ça Hein. c'est un exemple que je vous donne, parce que ça met bien en relief quelquefois comment on peut se trouver dans des situations où on est en position d'infériorité, où la personne va avoir une domination sur autrui. C'est ça. Et donc mais c'est des situations extrêmement déplaisantes, extrêmement désagréables, extrêmement au niveau de l'économie psychique, c'est une catastrophe. Parce que On a ce problème avec les patrons qui harcèlent leurs oui, salariés donc, femmes voilà, dans les entreprises. Hein. alors cette relation, elle peut être entre un patron et un employé, femme ou homme. Oui, Elle peut être entre un élève et entre un professeur et un élève. bien sûr. Elle peut être, bon, je veux dire, elle peut se trouver à différents niveaux, hein. Ouais, ouais. Mais même en société, des fois, il suffit d'une réflexion un peu déplaisante, C'est ça. une moquerie, quelque chose comme ça. Mhm. Par exemple, on se moque d'une personne en plaisantant gentiment, la personne se sent très mal. Ah, c'est Donc, normal. voilà, donc il faut faire très, très attention Ah, justement oui. à ce niveau-là. Un enfant peut être molesté par ses petits camarades. Aujourd'hui, on voit par exemple ce qui se passe avec le harcèlement scolaire. Donc on voit finalement le sadomasochisme n'est pas très croustillant dans la vie de tous les jours et qu'on s'en passerait volontiers. Alors, Pierre Daco, psychanalyste, disait, je cite, devant la force souterraine de l'espèce femelle, le patriarcat, même rugissant, n'est qu'une aimable plaisanterie. Ne cherchait-il pas à rabaisser l'homme? C'est-à-dire, non, je ne crois pas du tout que Pierre Daco ait voulu rabaisser l'homme en disant ça. Non, non, il a simplement voulu expliquer que la force de la femme sur le plan psychologique était une force et qui ne s'exprimait peut-être pas ouvertement, hein, mais c'est quelque chose qui est en rapport avec la nature profonde de la femme. Hein. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la Bible, dans les mythologies, quand on étudie la façon dont agissent les femmes, on voit souvent qu'elles obtiennent des résultats quelquefois beaucoup plus spectaculaires que les hommes, mais les moyens qu'elles emploient pour y arriver sont différents. Mais c'est simplement parce qu'elles sont différentes, c'est tout. Ouais. Parce qu'elles ont une intelligence, une affectivité qui est différente de celle de l'homme. Mais c'est vrai que c'est vrai que quand on étudie par exemple les personnages mythologiques, on voit que l'homme est beaucoup plus bruit de décoffrage que la femme. C'est pas. Mais on dit que la femme est plus en avance que l'homme. Ça, je sais pas. Je sais pas. Excusez-moi, j'ai des difficultés. Je comprends pas ce qu'on entend parler plus en avance que l'homme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle elle agit à un niveau qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus en profondeur. Elle est plus mûre, on va dire. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Elle a une façon différente d'agir, c'est tout. Ouais. C'est ça. Elle est différente et on espère complémentaire d'ailleurs. Bonjour, c'est Jacques Frantz. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews.